Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Dr Iten, je vais vous présenter un peu le suivi post-Covid ou ce qu'on appelle le long Covid ou le Covid long. Donc, en fait, le Covid long ou le long Covid, de quoi s'agit-il? On parle de long Covid quand il y a une persistance de symptômes sur plusieurs semaines ou mois. Il n'y a pas encore de définition officielle de ce terme, mais on distingue déjà deux phases post-Covid. La phase post-aiguë qui dure entre 3 et 12 semaines depuis le début des symptômes versus une phase chronique qui est au-delà de 12 semaines depuis le début des symptômes. On a déjà des études qui sont en cours à l'échelle internationale, donc le LINC qui est le Long Term Impact of Infection with Novel Coronavirus à San Francisco, le NHS qui a mis en place plusieurs cliniques en Angleterre et au Royaume-Uni de suivi post-Covid, avec aussi une application Zoe qui vise à recruter des millions de participants pour reporter leurs symptômes, et aussi en Angleterre, donc l'étude post-hospitalisation du Covid qui vise à recruter 10 000 participants. Pour les patients post-hospitalisation, on a en effet déjà une étude qui a été publiée en Italie sur 143 patients, dont 73% avaient une pneumonie durant leur hospitalisation. On retrouve une fatigue qui est persistante, une dyspnée aussi qui est assez persistante, et ça, je vous parle à 60 jours donc post-hospitalisation, et puis d'autres symptômes qui persistent aussi. Et en ambulatoire, on retrouve aussi une persistance de symptômes, donc sur une étude de 294 patients qui ont été rappelés à J14-21 de leur diagnostic, donc depuis le test. On avait aux États-Unis donc à peu près on a 35% de patients qui ont une fatigue qui est persistante, 43% qui ont une toux qui est persistante, mais aussi on retrouve la dyspnée et aussi l'anosmie et l'agueusie qui sont des symptômes un peu particuliers du Covid-19. Et à Genève, on se retrouve aussi avec une cohorte de patients suivis en ambulatoire. Donc je vous rappelle, depuis mars, on a le dispositif Covicare qui prend en charge les patients Covid positifs en ambulatoire dont le médecin traitant n'est pas disponible. Et comme le dit professeur Guessous, on est rarement, en tant que professionnel de la santé, face à une maladie nouvelle et inconnue où on apprend en même temps que les patients et la population générale. Ceci nous amène vraiment à une position d'humilité où on a le besoin de comprendre et d'apprendre en même temps que les patients, mais aussi le besoin de bien communiquer et de quitancer leurs symptômes et les effets du Covid. Donc on se retrouve avec cette étude qu'on fait à Covicare avec donc plusieurs collaborateurs qui est en cours de révision sur les symptômes du Covid-19, l'évolution longitudinale et la persistance des symptômes dans un contexte ambulatoire. On s'intéresse vraiment au contexte ambulatoire parce qu'on parle beaucoup de l'hospitalier et du post-hospitalier, mais est-ce que la maladie en sa forme légère, donc on a 80% des gens qui font une forme légère de Covid en ambulatoire, est-ce que la maladie en sa forme légère aurait aussi des séquelles à long terme? Le contexte de notre étude, donc la période est du 18 mars au 15 mai, on a recruté des participants qui ont été inclus dans l'étude. C'est des participants qui ont tous été suivis en ambulatoire par Covicare. Donc je rappelle, c'est des patients testés au HUG dont le médecin traitant n'était pas disponible durant cette période. Les critères d'exclusion étaient le refus de participation, mais aussi l'hospitalisation parce qu'on s'intéressait vraiment à la forme ambulatoire de la maladie. Je vous rappelle aussi les stratégies de testing qui étaient en place durant cette période. Donc, tous les patients étaient symptomatiques quand ils ont été testés. Et du 18 mars au 29 mars, c'était uniquement les patients symptomatiques avec facteur de risque. Et dès le 30 mars, c'était tout patient symptomatique qui était testé. On a fait 30 577 tests donc, durant cette période à Genève, avec 18% de taux de positivité et 22% en moyenne de taux d'hospitalisation.
Le design de notre étude, donc on a plusieurs phases. La phase aiguë, c'est donc la phase vraiment juste après le diagnostic de J1 à J10, où on appelle les gens chaque 1 ou 2 jours avec un questionnaire standardisé téléphonique et on récolte non seulement leurs symptômes mais aussi leurs facteurs de risque. La phase donc qu'on appelle post-aiguë avec donc 2 temps à J30 et à J90 où aussi on a rappelé les patients avec un questionnaire standardisé pour évaluer leurs symptômes, l'évolution et l'intensité des symptômes. Et puis à 6 mois, donc à J180, on a envoyé une enquête à ces participants pour aussi évaluer leurs symptômes, l'évolution, l'intensité, mais aussi les traitements et l'utilisation des ressources, que ce soit en ambulatoire ou dans le milieu hospitalier. Donc là, je vous montre un peu notre flowchart. On a de 672 patients à la fin, donc à J30-45, on a pu en rappeler 510. La plupart, donc comme je vous ai dit, c'est des patients en ambulatoire. Il y en a qui étaient hospitalisés post-diagnostic et post-suivi, et ceux-là sont aussi inclus comme hospitalisation secondaire. De nos résultats, donc on a une cohorte qui est assez jeune, de gens avec 60% de femmes et 25% de professionnels de la santé. Ce qui est aussi donc remarquable, encore une fois, c'est une forme plutôt ambulatoire ou légère de la maladie, et donc la plupart des participants n'avaient pas de facteurs de risque liés à des complications du Covid-19. Et là, je vous montre un peu les résultats. Donc à J30, 45 du diagnostic, on a 18% des gens qui gardent une fatigue, 11% une dyspnée, on a des céphalées qui persistent, la toux qui était très prévalente durant les 10 premiers jours diminue quand même considérablement mais reste à 7%, l'anosmie et la gueusie sont toujours présents, et puis bon, la fièvre disparaît et les symptômes digestifs restent mais de façon assez minime. On communique aussi les résultats sous forme d'infographie pour aider à la communication et à la compréhension auprès de la population générale. Donc là, les mêmes résultats sous forme d'infographie montrent que la dyspnée reste à 11%, la toux à 7%, l'anosmie et la gueusie, donc 16%, la fatigue, qui est vraiment un symptôme qui persiste même au-delà de J30, J45, à J30, J45 est encore présente à 18%, et les céphalées sont à 4% à J30, J45. Cette évolution nous paraît assez remarquable. Est-ce qu'il y a des prédicteurs qui prédisent la persistance des symptômes? Donc, dans notre cohorte, les prédicteurs, les facteurs qui prédisaient la persistance de symptômes à J30 et J45 étaient le genre et l'âge, comme vous voyez ici. Mais aussi, on retrouve donc l'hypertension comme facteur prédicteur d'une persistance de la toux et les maladies respiratoires chroniques pour la toux et la fatigue. Donc ici, je vous montre vraiment les prédicteurs qui étaient statistiquement significatifs. Les limitations de notre étude, donc on a quand même une partie de participants qui n'étaient pas atteints à J30, J45, donc on ne sait pas s'ils étaient symptomatiques ou pas. On a 25% de notre cohorte qui sont quand même des professionnels de la santé. On a fait des analyses, des sous-analyses, et en fait, les groupes étaient comparables, si ce n'est que les professionnels de la santé, en fait, avaient plus de persistance de symptômes, à 54%, versus 45% pour le groupe qui ne sont pas des professionnels de la santé, avec une p-value à moins de 0,01. Une limitation, c'est que les symptômes sont auto-reportés, donc c'est vraiment si on pose la question aux patients, ils vont nous dire s'ils ont les symptômes ou pas, donc les patients qui sont asymptomatiques vont peut-être pas répondre à nos appels ou à nos questionnaires. Et dès le départ, vu aussi les stratégies de testing, on n'a pas de participants asymptomatiques dans cette cohorte-là. Je vous montre un peu la suite. Donc, à 3 mois, c'est des résultats qui sont en cours d'analyse. On a 404 participants, donc patients qui ont participé, avec aussi une persistance des symptômes, la fatigue qui revient, la dyspnée et l'anosmie et la gueusie. Donc voilà, à 6 mois aussi, on a encore des résultats qui sont en cours de récolte. Jusqu'à présent, on a 229 patients qui ont répondu à notre questionnaire. Les résultats préliminaires montrent qu'il y a
quand même une persistance encore de symptômes. Donc sur 229 patients, je peux vous dire que déjà on a 64 qui reportent une fatigue persistante. On a la dyspnée aussi qui persiste, mais on a aussi l'insomnie qui revient. On a la perte de cheveux, on a les céphalées aussi, et ce qui est intéressant, c'est que les symptômes fluctuent. Donc c'est pas nécessairement les mêmes symptômes qui étaient présents au départ qui restent de façon constante, mais vraiment des symptômes qui disparaissent et puis qui récidivent, et aussi des symptômes qui fluctuent dans le temps. Et ça, je pense, c'est important aussi de le communiquer aux patients et à la population générale. Donc, je vous laisse avec 2 messages clés. Les symptômes du Covid-19 peuvent durer et fluctuer, même suite à une forme légère de la maladie. Donc, c'est un point non seulement à communiquer aux patients pour un peu quitancer et leur dire que voilà, il y a des symptômes qui vont persister et les rassurer quelque part et faire de leurs propos, enfin des propos assez légitimes, mais aussi c'est un point pour aider la population à comprendre que même les jeunes, donc on a une cohorte qui est jeune, les jeunes avec des symptômes qui sont légers peuvent avoir quand même des symptômes persistants et peut-être ça pourrait renforcer les mesures de santé publique qu'on essaye de mettre en place. L'autre point, et je vous laisse avec ce point de réflexion, il faut imaginer vraiment les symptômes post-Covid à une large échelle vu le nombre de cas positifs qu'on a à Genève. Donc là, je cite l'étude de séroprévalence de professeur Stringini et Guessous à Genève qui avait montré une séroprévalence de 10% en mars-avril et qui sera probablement en augmentation donc ces prochains mois. Si on prend de 500 000 patients ou personnes à Genève, ceux qui sont positifs, et admettons il y a 10% qui gardent des séquelles post-Covid, ben là on est déjà à 15 000 patients à Genève qui pourraient garder des séquelles de post-Covid et qui pourraient non seulement avoir des symptômes persistants, mais devoir utiliser des ressources pour les aider à gérer leurs symptômes. Donc voilà un peu le message de notre travail et merci.